Mes parents me traitaient d'idiote. Le jour de la remise de diplôme de mon frère, mon père a annoncé qu'il hériterait de tout, l'entreprise de 50 000 €, une Tesla, le manoir. J'étais silencieuse, jusqu'à ce qu'un homme m'apporte une enveloppe en murmurant. Je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, et je suis assise au dernier rang lors de la remise des diplômes de mon frère Julien à HEC Paris. Le contraste est saisissant. Lui, avec son diplôme d'une grande école, moi, avec ma formation en IUT. Toute ma vie, j'ai été étiqueté comme l'idiote, tandis que Julien était le génie. Aujourd'hui, mon père annoncera que Julien héritera de tout. Notre entreprise de 50 millions d'euros, une Tesla, et notre hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Ce que personne ne sait, c'est qu'un inconnu est sur le point de me remettre une enveloppe qui va tout changer. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous me regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, comme moi. Grandir dans la famille Laurent signifiait privilèges, richesses et attentes impossibles. Notre vaste domaine sur la Côte d'Azur, avec ses jardins impeccablement entretenus et sa piscine à débordement, faisait l'envie de beaucoup. Mais derrière ces parfaites colonnes blanches se cachait une enfance marquée par la comparaison constante et une subtile négligence affective. Mon père, Thomas Laurent, a bâti Laurent Technologies à partir de rien pour en faire un empire de 50 millions d'euros. Un magnate de la tech autodidacte, dont les yeux bleus perçants pouvaient vous mettre à nu. D'un simple regard, il exigeait rien de moins que l'excellence. Sa réussite était légendaire dans le tout Paris des affaires. Fils d'un ouvrier d'usine qui avait codé son premier logiciel dans un appartement garage, il a transformé son esprit brillant et son éthique de travail acharnée en une fortune. Chaque conversation à table revenait inévitablement à l'innovation commerciale et à l'héritage qu'il construisait. Ma mère, Éléonore, une ancienne reine de beauté qui s'était intégrée sans effort dans la haute société parisienne, complétait son ambition par son obsession des apparences. Ses journées tournaient autour des galas de charité, des événements mondains et de la préservation de notre image familiale. Ses cheveux blonds parfaits et ses tenues de créateur impeccable faisaient autant partie de son identité que son talent pour nouer des liens avec les bonnes personnes. Pour ma mère, la perception était tout. Et puis il y avait Julien, mon frère, de 4 ans mon cadet, mais traité comme le prince héritier dès qu'il a su parler. À 3 ans, il assemblait des puzzles destinés à des enfants 2 fois plus âgés. À 5 ans, il lisait des romans et résolvait des problèmes de mathématiques qui laissaient mes parents rayonnants de fierté. Son intelligence était indéniable, et mes parents ne me l'ont jamais laissé oublier. J'avais 8 ans lorsque j'ai remarqué pour la première fois la différence de traitement entre nous. J'avais passé des semaines à travailler sur un projet de science sur le cycle de l'eau, fabriquant soigneusement des nuages avec des boules de coton et peignant un paysage montrant l'évaporation, la condensation et les précipitations. La veille de la date limite, je l'ai fièrement exposé sur la table de la salle à manger. Mon père y jeta un bref coup d'œil. Pas mal, Amélie, mais assure-toi de bien comprendre la partie scientifique, pas seulement la partie artistique. 2 heures plus tard, Julien entra avec un simple circuit qu'il avait construit avec notre père, faisant s'allumer une petite ampoule. Père appela mère pour assister à ce miracle. Regarde ça, Éléonore. 4 ans et il comprend déjà les circuits électriques. Ce garçon va changer le monde un jour. Personne ne mentionna plus jamais mon projet. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de l'école primaire. Mes bulletins avec des 12 et quelques 10 étaient accueillis par des sourires crispés et des commentaires sur la nécessité de faire plus d'efforts. Julien ne ramenait que des 18, souvent accompagnés de notes de professeurs sur ses capacités exceptionnelles. Chaque note parfaite était célébrée. Chaque réussite scolaire commémorée. Ce que personne ne prenait la peine de remarquer, c'était à quel point j'essayais. Je passais des heures à fixer des pages qui semblaient danser devant mes yeux, les lettres s'en mêlant et se réarrangeant, peu importe ma concentration. Les problèmes de mathématiques qui semblaient simples aux autres me demandaient 3 fois plus d'efforts pour être résolus. Mais chaque fois que je demandais de l'aide, la réponse était toujours une variation de « Tu as juste besoin de te concentrer davantage, Amélie ». Regarde avec quelle facilité Julien comprend ces concepts. En 6e, les rôles dans notre famille étaient fermement établis. Julien était le génie, l'avenir de Laurent Technologies. J'étais la déception, celle qui n'était tout simplement pas à la hauteur. Le fossé s'est creusé lorsque je suis entré en 4e. Mon projet pour l'Expo Science de cette année-là portait sur les ondes sonores et j'avais passé des mois à faire des recherches et à construire une démonstration de l'effet des différentes fréquences sur les motifs de l'eau. La veille de l'expo, j'ai répété ma présentation pour la famille.
Mon père vérifiait sa montre à plusieurs reprises pendant mon explication. Quand j'eus fini, il hocha la tête distraitement. Ça a l'air assez intéressant. Essaie juste de ne pas marmonner pendant la vraie présentation. Tu sais l'impression que ça donne. Puis Julien, qui n'était même pas encore au collège, est arrivé avec un programme informatique complexe qu'il avait écrit et qui pouvait calculer des nombres premiers. Mon père passa les 2 heures suivantes assis avec lui, discutant d'algorithmes et d'efficacité, oubliant complètement mon expo science. Le lendemain, ma mère ne fit pas mieux. Ses préoccupations se concentraient sur les apparences plutôt que sur les réalisations. Amélie, tu devrais vraiment faire quelque chose avec tes cheveux pour l'expo science, et cette tenue ne met pas du tout ta silhouette en valeur. Les premières impressions comptent. La seule personne qui semblait me voir était Madame Dubois, notre gouvernante. Elle était avec la famille depuis avant ma naissance, et ses yeux bienveillants ne manquaient rien. Ce soir-là, elle me trouva en train de pleurer dans ma chambre. « Ton projet est merveilleux, Amélie, dit-elle en s'asseyant à côté de moi sur le lit. Il y a différentes sortes d'intelligence qui sont précieuses dans ce monde. Un jour, ils le verront. » Je me suis accroché à ces mots pendant des années où j'ai été éclipsé, à travers chaque commentaire dédaigneux et chaque célébration centrée sur Julien pendant que je restais en arrière-plan, souriant et applaudissant comme prévu. L'hôtel particulier de la Côte d'Azur est devenu à la fois ma maison et ma prison. Ses pièces spacieuses et son mobilier coûteux étaient un rappel constant du privilège qui aurait dû me rendre heureuse, mais qui me laissait plutôt le sentiment d'être une imposture dans ma propre vie. Je me suis réfugié dans les livres et l'art, trouvant des mondes où je pouvais échapper à ce sentiment constant d'inadéquation. Chaque photo de famille racontait la même histoire, mon père, grand et fier, ma mère, élégante et posée, Julien au premier plan avec ses récompenses ou sa dernière réussite, et moi, légèrement sur le côté. L'ajout maladroit qui ne cadrait jamais tout à fait avec le récit du succès des Laurent. Les week-ends étaient les pires. Mon père emmenait Julien jouer au golf avec des associés ou au bureau pour lui montrer le fonctionnement de Laurent Technologies. Ma mère assistait à ces réceptions mondaines, m'emmenant parfois, mais présentant toujours Julien comme un autre petit génie avant de mentionner rapidement que j'étais là aussi. Au lycée, j'avais accepté ma place dans la hiérarchie familiale, la déception silencieuse, celle qui ne serait jamais à la hauteur du nom Laurent. Ce que j'ignorais alors, c'est que mes difficultés portaient un nom et que mon chemin me mènerait finalement à une révélation qui secouerait notre famille jusqu'à ses fondations. Mais cette compréhension était encore à des années-lumière, enfouie sous des couches de doute et le poids de n'être jamais assez bien. Le lycée a intensifié les disparités dans la façon dont Julien et moi étions traités. Tandis que je peinais dans les classes normales, Julien suivait déjà des cours avancés à seulement 13 ans, ayant sauté 2 classes en raison de ses capacités exceptionnelles. Mes parents ne se lassaient jamais de raconter à qui voulait l'entendre les exploits de leur fils prodige. Je travaillais 2 fois plus dur que mes camarades pour la moitié des résultats. Des nuits tardives penchées sur les manuels, des week-ends sacrifiés aux études plutôt qu'aux sorties, tout ça pour obtenir des 12 et quelques 14 qui ne recevaient rien de plus qu'un signe de tête approbateur de mes parents. Pendant ce temps, Julien survolait des matières bien au-delà de son niveau d'âge, obtenant des notes parfaites avec un effort apparemment minime. Le point de rupture est survenu en seconde. J'ai surpris une conversation qui a confirmé mes pires craintes sur la façon dont mon père me voyait. C'était la soirée de réunion parents-professeurs, et j'avais oublié ma veste dans la salle de classe. En m'approchant pour la récupérer, j'ai entendu mon père parler à ma professeure de français. « Amélie a toujours été la déception sur le plan scolaire, dit-il, sa voix portant ce ton familier de résignation. Nous avons tout essayé, mais elle n'a tout simplement pas les aptitudes des Laurent. Au moins, nous avons Julien pour perpétuer l'héritage familial. » Je me suis figé devant la porte, mon cœur se brisant en 1000 morceaux. C'était une chose de suspecter ce qu'il ressentait, une autre de l'entendre énoncer si clairement. J'ai récupéré ma veste le lendemain et n'ai jamais mentionné ce que j'avais entendu. La même année, j'ai découvert la photographie. Ma professeure d'art plastique, Mademoiselle Breton, a remarqué mon sens de la composition et m'a encouragé à rejoindre le club de photographie. Derrière l'objectif, j'ai trouvé un monde où ma dyslexie n'avait pas d'importance. Un monde où je pouvais m'exprimer sans me battre avec les mots ou les chiffres. Pour la première fois, j'excellais dans quelque chose. Quand j'ai montré à mes parents mes photographies qui avaient été sélectionnées pour l'exposition artistique de l'école, ma mère a penché la tête et a dit « C'est un joli passe-temps, ma chérie, mais ne le laisse pas te distraire de tes études. » Mon père y a à peine jeté un coup d'œil. Le monde réel fonctionne grâce à la technologie et au sens des affaires, Amélie.
Pas avec des passe-temps artistiques. Leur mépris m'a blessé, mais je m'étais habitué à la douleur. J'ai continué à prendre des photos, trouvant du réconfort dans la capture de moments de beauté et de vérité que mes parents ne pouvaient pas diminuer. C'est au club de photographie que j'ai rencontré Danielle, qui est devenue ma première véritable amie. Grande, avec des cheveux bouclés sauvages et un rire contagieux. Elle me voyait vraiment, d'une manière que personne dans ma vie n'avait jamais fait. C'est incroyable, Amélie, dit-elle la première fois qu'elle a vu mon travail. Tu as un don pour trouver la beauté dans des endroits inattendus. Ces mots furent un baume sur mon esprit blessé. Avec Danielle, je pouvais simplement être moi-même. Sans attente, sans comparaison, sans déception. Mon 16e anniversaire a cristallisé ma place dans la famille. Ma mère avait promis un petit dîner de fête. Je n'ai invité que Danielle, ne voulant pas attirer l'attention sur mon manque d'autres amis proches. La veille, Julien avait remporté un prestigieux prix scientifique pour les jeunes. Mes parents ont immédiatement organisé une célébration élaborée pour lui, coïncidant avec le jour de mon dîner d'anniversaire. Je me suis assise à un bout de notre longue table à manger avec Danielle, tandis que 20 des amis et associés de mes parents adulaient Julien à l'autre bout. Mon gâteau d'anniversaire a été apporté comme une pensée après coup. La plupart des bougies avaient déjà fondu sur le glaçage parce que tout le monde était trop occupé à écouter Julien expliquer son projet primé. « Joyeux anniversaire, ma chérie », dit ma mère distraitement avant de se retourner vers Julien et ses admirateurs. Plus tard dans la nuit, Danielle m'a serré fort dans ses bras avant de partir. « Tu mérites tellement mieux, Amélie. » C'est en première que Madame Castillo, ma conseillère d'orientation, a suggéré pour la première fois que je pourrais avoir un trouble de l'apprentissage. Elle avait remarqué des schémas dans mes difficultés scolaires qui semblaient en contradiction avec mon intelligence évidente. « As-tu déjà été testé pour la dyslexie ?» a-t-elle demandé lors d'une de nos réunions. Quand j'ai évoqué cette possibilité à mes parents, ils l'ont immédiatement écartée. « La famille Laurent n'a pas de trouble de l'apprentissage », a déclaré ma mère fermement. « Tu as simplement besoin de t'appliquer plus assidûment. » Mon père était encore plus méprisant. « C'est juste une excuse pour ne pas travailler assez dur. Si tu faisais les efforts que fait Julien, tu verrais de meilleurs résultats. » Ne voulant pas laisser tomber, j'ai parlé à mon professeur de français, Monsieur Diaz, qui m'avait montré de la gentillesse et de la patience. Sans le dire à mes parents, il m'a aidé à développer des stratégies pour contourner ce que nous soupçonnions tous les deux être de la dyslexie. Avec ses conseils, mes notes se sont légèrement améliorées, bien que cette amélioration soit passée largement inaperçue à la maison. La confirmation ultime de mon statut secondaire est arrivée lorsque Julien, à seulement 16 ans, a été accepté en avance à HEC Paris. Mes parents ont organisé une fête extravagante avec plus de 100 invités. Mon père a prononcé un discours sur l'héritage d'excellence des Laurent se poursuivant dans la prochaine génération, tandis que ma mère essuyait des larmes de fierté. Je me tenais en arrière-plan, la sœur de service souriant et félicitant Julien tout en me sentant de plus en plus invisible. Ma propre remise de diplôme du lycée, 4 mois plus tard, a été traitée comme un événement mineur. Mon père avait une réunion d'affaires importante ce matin-là et n'est arrivé qu'à la fin de la cérémonie. Ma mère était présente, mais a passé la plupart du temps sur son téléphone à coordonner les détails d'un gala de charité qu'elle présidait. Il n'y a pas eu de fête, juste un dîner tranquille à la maison, où la conversation a rapidement tourné vers la prochaine première année de Julien à HEC. Cet été-là, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai annoncé que je déménageais et que j'allais m'inscrire à l'IUT local. L'IUT, répéta ma mère, sa voix dégoulinant de dédain. Mais que vont penser les gens ? Mon père soupira lourdement. Si c'est le mieux que tu puisses faire, je suppose que nous devons l'accepter. Tout le monde ne peut pas être fait pour HEC. Les mots m'ont piqué, mais j'ai tenu bon. Avec l'argent économisé grâce à un travail à temps partiel dans un studio de photographie local, j'ai loué un petit appartement près de l'IUT. Il était minuscule, avec juste assez de place pour un lit, un bureau et mon équipement de photographie, mais c'était le mien. Un espace où on ne me rappelait pas constamment mon inadéquation. Le jour où j'ai déménagé, Madame Dubois m'a serré fort dans ses bras. Parfois, il faut partir pour se trouver, a-t-elle murmuré. Je suis fier de toi, Amélie. Ces mots m'ont donné de la force alors que j'entamais un nouveau chapitre, déterminé à me définir selon mes propres termes, loin de l'ombre des attentes des Laurent. L'IUT est devenu mon salut inattendu. Au cours de mon premier semestre,
un professeur de français perspicace a suggéré que je me fasse tester officiellement pour les troubles de l'apprentissage. Les résultats ont confirmé ce que Madame Castillo avait soupçonné des années plus tôt. J'avais une dyslexie modérée à sévère. Loin d'être dévasté par le diagnostic, j'ai ressenti un immense soulagement. Mes difficultés avaient un nom. Je n'étais pas stupide, ni paresseuse, ni décevante. Mon cerveau traitait simplement l'information différemment. Avec des aménagements appropriés comme des temps d'examen prolongés, des logiciels de synthèse vocale et des méthodes d'évaluation alternatives, j'ai commencé à m'épanouir sur le plan académique pour la première fois de ma vie. J'aimerais pouvoir dire que j'ai immédiatement partagé cette révélation avec ma famille, mais des années de mépris et de dénigrement m'avaient appris la prudence. Au lieu de cela, j'ai gardé mon diagnostic et ma nouvelle réussite scolaire pour moi. Une victoire personnelle que personne ne pouvait diminuer avec des comparaisons à Julien. C'est au cours de ma 2e année que j'ai rencontré la professeure Amandine Tellier, qui allait changer la trajectoire de ma vie. Grande et imposante, avec une mèche argentée dans ses cheveux bruns, elle enseignait l'informatique avec une passion qui rendait accessibles même les concepts les plus complexes. Un jour, après le cours, elle m'a appelé à son bureau. « Vous avez une façon unique d'aborder les problèmes, Amélie, dit-elle en me montrant mon dernier devoir. Là où la plupart des étudiants suivent les algorithmes standards, vous trouvez constamment des solutions créatives. C'est une compétence rare et précieuse. » Pour quelqu'un à qui on avait dit toute sa vie quelle était la déception, entendre que je possédais quelque chose de rare et de précieux, c'était comme de l'eau dans le désert. La professeure Tellier m'a invité à rejoindre un petit groupe de recherche qu'elle encadrait et j'ai accepté immédiatement. Sous sa direction, j'ai été initié au codage et à la technologie selon mes propres termes, sans la pression des attentes familiales ou des comparaisons inévitables avec Julien. À ma grande surprise, j'y ai découvert un talent naturel. Ma dyslexie, qui avait été un tel obstacle dans les contextes académiques traditionnels, m'a donné une perspective différente sur la reconnaissance des formes et la résolution de problèmes, ce qui s'est avéré avantageux en programmation. Ma pensée non linéaire m'aidait à visualiser des solutions que les autres manquaient, et la professeure Tellier m'a encouragé à développer cette force. Elle m'a fait découvrir diverses technologies d'assistance pour les personnes ayant des troubles de l'apprentissage et j'ai été frappé de voir à quel point beaucoup d'entre elles étaient inadéquates. La plupart avaient été conçues par des personnes qui ne comprenaient pas vraiment les défis qu'elles tentaient de résoudre. C'est alors que l'idée a commencé à germer. Et si je pouvais créer quelque chose de mieux? Quelque chose qui comprenait vraiment et répondait aux besoins de personnes comme moi. J'ai commencé à passer chaque moment libre au laboratoire d'informatique, apprenant par moi-même des langages de programmation supplémentaires et étudiant la conception de l'expérience utilisateur. Nuit, week-end, vacances, tout était consacré à mon projet grandissant. J'ai commencé petit, en créant une simple extension de navigateur qui ajustait l'affichage du texte pour faciliter la lecture par les utilisateurs dyslexiques. Quand je l'ai montré à la professeure Tellier, ses yeux se sont illuminés. Ça a un réel potentiel, Amélie. Avez-vous pensé à l'étendre? Ces encouragements étaient tout ce dont j'avais besoin. Au cours des mois suivants, mon projet s'est transformé en une plateforme logicielle d'accessibilité complète, conçue spécifiquement pour les personnes ayant des troubles de l'apprentissage. Je l'ai baptisé le lecteur Phénix, d'après l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, tout comme je renaissais des cendres de ma propre perception de moi-même. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille. Les dîners de fête occasionnels et les événements familiaux obligatoires étaient des exercices de retenue, où j'écoutais les récits détaillés des triomphes de Julien à HEC. Il suivait une double majeure en informatique et en commerce, effectuait des stages dans de grandes entreprises technologiques pendant les étés et était préparé pour prendre un jour la relève de Laurent Technologies. Lors d'un dîner de Noël particulièrement pénible, mon père a offert à Julien une Tesla flambant neuve. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend une fois que tu seras diplômé et que tu rejoindras l'entreprise, dit-il fièrement. Mon cadeau était une carte cadeau de 200 € pour un grand magasin. La disparité m'aurait autrefois anéanti, mais je construisais maintenant quelque chose à moi, quelque chose qui me donnait un but au-delà de la recherche de l'approbation parentale. Le tournant s'est produit lors d'un petit salon technologique organisé par l'IUT. J'avais inscrit le lecteur Phénix et, à ma grande surprise, il a attiré l'attention. Un visiteur en particulier, un homme grand aux yeux bienveillants et à l'air réfléchi, a passé près d'1 heure à me poser des questions détaillées sur le logiciel, ses capacités et ma vision de son avenir. Il s'appelait Samuel Leroy et s'est présenté comme un investisseur en capital risque intéressé par les technologies d'accessibilité. Quand il m'a tendu sa carte de visite, j'ai failli la laisser tomber.
Leroy Investissement était l'une des sociétés de capital risque les plus respectées du secteur technologique, connue pour soutenir des startups innovantes qui devenaient des leaders de l'industrie. Votre logiciel a un potentiel énorme, dit-il. Seriez-vous intéressé à en discuter davantage? Cette rencontre en a entraîné plusieurs autres. Samuel est devenu non seulement un investisseur potentiel, mais aussi un mentor, me guidant à travers les complexités de la transformation de mon projet en une entreprise viable. Sous ses conseils, j'ai continué à développer le logiciel tout en terminant mon DUT. J'aimerais vous présenter à quelques investisseurs potentiels, a déclaré Samuel après avoir examiné mon dernier prototype. Mais ils voudront savoir qui ils soutiennent. Votre histoire, votre lien personnel avec cette technologie, est une partie puissante de son attrait. J'ai hésité. L'idée de me mettre en avant, d'attirer potentiellement une attention qui pourrait remonter jusqu'à ma famille, me mettait profondément mal à l'aise. Je n'étais pas prête pour cette confrontation, pour le rejet inévitable de ma réussite. Et si j'utilisais un pseudonyme, ai-je suggéré. Juste jusqu'à ce que le produit soit suffisamment établi pour parler de lui-même. Samuel a réfléchi. C'est inhabituel, mais pas sans précédent. Certains fondateurs préfèrent rester anonymes au début. À quoi pensiez-vous? A.L. Toussaint, ai-je dit après un moment de réflexion. Toussaint était le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, l'un des rares liens familiaux que je chérissais encore. Très bien, ce sera A.L. Toussaint pour l'instant, a convenu Samuel. Mais un jour, il faudra que vous sortiez de l'ombre. Avec les conseils de Samuel, je me suis préparé à présenter le lecteur Phoenix à un groupe d'investisseurs. La veille de la présentation, j'ai reçu un SMS de Julien. Assez rare pour être noté. Papa m'a donné le poste de directeur adjoint chez Laurentech aujourd'hui. J'aurais aimé que tu sois là. Tu me manques. J'ai fixé le message, un mélange complexe d'émotions tourbillonnant en moi. Une partie de moi était heureuse pour Julien, qui n'avait jamais été autre chose que gentil avec moi malgré le traitement différentiel de nos parents. Une autre partie souffrait de la douleur familière de l'exclusion. Et une nouvelle partie, qui se renforçait chaque jour, me murmurait que bientôt, très bientôt, j'aurais mes propres réussites à célébrer. Le lendemain, ma présentation aux investisseurs fut un succès retentissant. Le lecteur Phoenix a reçu un financement d'amorçage de 1,5 million d'euros, assez pour créer Phoenix Software en tant que start-up légitime et embaucher une petite équipe de développeurs pour aider à affiner le produit. Pendant cette période, j'ai maintenu mon anonymat en tant qu'A.L. Toussaint, communiquant avec mon équipe à distance et laissant Samuel être le visage public de l'entreprise lorsque c'était nécessaire. Tandis que ma vie professionnelle s'épanouissait en secret, les réunions de famille continuaient d'être des exercices d'invisibilité. Juste avant le lancement officiel du lecteur Phoenix, le logiciel a remporté un prestigieux prix de l'innovation. Le créateur anonyme, A.L. Toussaint, est devenu le sujet de spéculation dans l'industrie. Qui était ce mystérieux développeur qui avait créé un logiciel d'accessibilité aussi révolutionnaire? En regardant les reportages depuis mon appartement, j'ai ressenti une vague de validation. Mon travail, né de mes propres luttes et de ma persévérance, était reconnu pour ses propres mérites. Pas de nom de famille, pas de relation, juste de l'innovation pure et de la détermination. La fois suivante où j'ai vu ma famille, à Pâques, je me suis assise tranquillement pendant que mon père et Julien discutaient des stratégies commerciales de Laurent Technologies. Ma mère a posé des questions sur mon petit passe-temps de photographie, ayant apparemment oublié que j'avais obtenu un diplôme en informatique. Je travaille sur un projet, ai-je dit vaguement. Quelque chose en quoi je crois. Mon père hocha la tête distraitement. C'est bien, ma chérie. Julien, raconte-nous en plus sur la nouvelle stratégie d'acquisition de clients que tu proposes. J'ai souri dans ma sauce aux érelles, gardant mon secret précieusement. Bientôt, très bientôt, il ne pourrait plus me traiter avec autant de désinvolture. Après avoir obtenu le financement initial, j'ai officiellement créé Phoenix Software SARL, avec moi-même comme unique propriétaire opérant sous le pseudonyme A.L. Toussaint. Samuel m'a mis en contact avec son réseau de professionnels de l'industrie technologique, dont beaucoup ont été impressionnés à la fois par le logiciel et par le récit du fondateur mystérieux que nous avions créé. Avec de l'argent en banque et une équipe croissante de développeurs talentueux travaillant à distance, le lecteur Phoenix est passé d'une simple extension de navigateur à une suite complète d'outils d'accessibilité. Nous nous sommes étendus au-delà de la dyslexie pour aborder de multiples troubles de l'apprentissage, créant des solutions personnalisables qui pouvaient s'adapter aux besoins individuels. Pour maintenir mon anonymat,
j'ai installé un bureau privé dans un espace de coworking à l'autre bout de la ville par rapport à mon appartement. Mon équipe croyait que j'étais simplement une personne discrète qui préférait travailler de manière indépendante, sans se rendre compte qu'à .l. Toussaint cachait une histoire beaucoup plus personnelle. 18 mois après son lancement, Phoenix Software n'était plus seulement une start-up prometteuse. De grandes institutions éducatives ont commencé à adopter notre plateforme, suivies par des entreprises qui ont reconnu la valeur de rendre leur système plus accessible. Les revenus ont augmenté de manière exponentielle, et je me suis soudain retrouvé à la tête d'une entreprise de plusieurs millions d'euros qui changeait des vies. Chaque email de réussite d'utilisateur me confirmait que j'étais sur la bonne voie. Des messages affluaient d'étudiants qui pouvaient enfin lire sans difficulté. De professionnels qui n'avaient plus à cacher leurs troubles de l'apprentissage. De parents reconnaissant que leurs enfants disposent d'outils que je n'ai jamais eus. Merci de m'avoir redonné confiance en moi, a écrit un utilisateur. Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas stupide. Ces mots ont résonné profondément. J'ai imprimé cet email et l'ai gardé épinglé au-dessus de mon bureau, comme un rappel de la raison d'être de Phoenix. À mesure que Phoenix Software grandissait, je réinvestissais la plupart des bénéfices dans la recherche et le développement. Déterminés à rester à la pointe de la technologie de l'accessibilité, nous nous sommes étendus aux applications mobiles, à l'apprentissage assisté par intelligence artificielle, et avons même commencé à développer du matériel spécifiquement conçu pour les utilisateurs ayant divers troubles de l'apprentissage. 3 ans après son lancement, Phoenix Software était valorisé à plus de 200 millions d'euros. Les publications économiques ont commencé à spéculer sur l'identité du fondateur énigmatique, qui était A.L. Toussaint. Et pourquoi restait-il dans l'ombre alors que son entreprise transformait le paysage de l'accessibilité? L'ironie de ma situation est devenue encore plus prononcée lorsque Laurent Technologies, l'entreprise de mon père, a commencé à perdre des parts de marché au profit d'entreprises plus récentes et plus innovantes, dont Phoenix. Leur division de logiciels éducatifs, autrefois leader du marché, était particulièrement affectée par nos fonctionnalités d'accessibilité supérieure. Lors d'un rare dîner de famille, j'ai écouté mon père se plaindre de la dynamique changeante du marché. Ces jeunes pousses avec leurs nouvelles fonctionnalités tapent à accent grave l'œil grignotent notre activité principale, a-t-il grommelé. Surtout ce logiciel Phoenix avec leurs bêtises d'accessibilité. Qu'y a-t-il de mal à rendre les logiciels plus accessibles, ai-je demandé, gardant ma voix neutre alors que mon cœur s'emballait. Mon père a agité une main dédaigneuse. C'est un marché de niche, ça ne vaut pas les coûts de développement pour une si petite base d'utilisateurs. Julien, à son crédit, n'était pas d'accord. En fait, papa, je pense que Phoenix a mis le doigt sur quelque chose. Les troubles de l'apprentissage touchent un pourcentage important de la population. Rendre la technologie plus accessible n'est pas seulement une bonne éthique, c'est aussi une bonne affaire. Mon père a ricané. Eh bien, quand tu prendras la tête de l'entreprise, tu pourras gaspiller des ressources là-dessus si tu veux. En parlant de ça, Julien est diplômé dans 3 mois. Nous devrions commencer à planifier la célébration. Et juste comme ça, j'étais de nouveau invisible. À l'approche de la remise des diplômes de Julien de HEC, la pression de mes investisseurs pour que je me révèle en tant qu'A.L. Toussaint s'est intensifiée. Phoenix se préparait pour un lancement de produits majeurs, et mon anonymat continu devenait un handicap plutôt qu'un atout. Samuel m'a convoqué dans son bureau pour une conversation sérieuse. Amélie, il est temps, dit-il doucement. Phoenix a dépassé le stade du fondateur mystérieux. L'entreprise a besoin d'un visage, d'une histoire, d'un leader qui peut se tenir sous les projecteurs. Je sais, ai-je admis. J'y pense aussi. Puis-je vous demander ce qui vous retient? Est-ce juste une question de vie privée ou y a-t-il autre chose? J'ai hésité, puis j'ai décidé de lui faire confiance avec toute la vérité. Je lui ai parlé de mon enfance en tant que déception, d'être étiqueté comme l'idiote tandis que Julien était le génie, des années de mépris et de dénigrement. Samuel a écouté sans interruption, son expression pensive. Donc, votre famille n'a aucune idée que vous avez fondé Phoenix, que vous êtes A.L. Toussaint. Aucune. Ils pensent que j'ai un vague emploi dans le support technique ou quelque chose comme ça. Ils ne demandent jamais de détails. Et la remise des diplômes de Julien. J'ai été invité. Mon père prévoit de faire une grande annonce sur l'avenir de Julien et l'héritage familial. Samuel se pencha en avant, ses yeux intenses. Amélie, je ne crois pas aux coïncidences. Le timing de tout ça, la remise des diplômes de Julien et notre besoin de vous révéler en tant que fondatrice de Phoenix, me semble significatif.
Peut-être que l'univers vous offre une opportunité. Pourquoi? Pour tourner la page, pour prendre votre revanche, pour être enfin vu. La pensée m'a terrifié et exalté à la fois. Je ne suggère pas que vous fassiez ça par vengeance, a poursuivi Samuel. La vengeance est vaine. Mais il y a du pouvoir à assumer sa vérité, à ne plus cacher sa lumière. J'ai réfléchi attentivement à ces paroles. Qu'est-ce que vous suggérez exactement? Samuel a souri. J'ai quelques idées, mais d'abord, j'ai besoin de savoir si vous êtes prête à dire au monde et à votre famille qui vous êtes vraiment. Après un long moment, j'ai hoché la tête. Oui, je pense qu'il est temps. Au cours des semaines suivantes, à l'approche de la remise des diplômes de Julien, Samuel et moi avons préparé ce que nous avons appelé l'opération Révélation Phénix. Des documents juridiques ont été rédigés, des communiqués de presse préparés, une stratégie de communication complète développée. La semaine avant la remise des diplômes, j'ai reçu une invitation formelle au dîner de célébration de Julien. Mon père avait privatisé un restaurant haut de gamme entier pour l'occasion. L'invitation mentionnait une annonce spéciale concernant l'avenir de Laurent Technologies. Un timing parfait, a dit Samuel quand je lui ai montré. Êtes-vous prête? J'ai pris une profonde inspiration. Aussi prête que je ne le serai jamais. La veille de la remise des diplômes, Phoenix Software a déposé des documents pour une manœuvre commerciale importante, qui resterait confidentielle jusqu'au lendemain. En faisant ma valise pour le voyage vers Jouy-en-Josas, je me suis trouvé étonnamment calme. Après des années à me cacher dans l'ombre, à me diminuer pour éviter la désapprobation, j'étais enfin prête à entrer dans la lumière. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai en tant que moi-même, authentique, non pas comme la déception ou la fille invisible, mais comme Amélie Laurent, fondatrice et PDG de Phoenix Software. Samuel a préparé une enveloppe spéciale contenant des documents qui allaient tout changer. Ces derniers mots m'ont accompagné alors que je prenais mon train pour Paris. Souvenez-vous, Amélie, demain ne consiste pas à leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agit de vous prouver que vous aviez raison. Le campus de HEC resplendissait de promesses le jour de la remise des diplômes de Julien. Des fleurs rouges et blanches ornaient les allées entre les bâtiments historiques, et des familles fières se rassemblaient en petits groupes, prenant des photos et échangeant des félicitations. Je suis arrivé seul, vêtu d'une robe bleu marine simple mais élégante que j'avais soigneusement choisie pour l'occasion. Cette journée serait mémorable pour des raisons que personne ne pouvait anticiper. Apercevant mes parents près de l'entrée de la zone de la cérémonie, j'ai pris une profonde inspiration et me suis approché. Ma mère m'a remarqué la première, son sourire social étudié se modifiant légèrement alors qu'elle évaluait mon apparence. « Amélie, tu es venue, dit-elle, me faisant la bise sans me toucher la joue. Cette robe est en fait assez flatteuse sur toi. Elle cache bien tes zones à problème. » Certaines choses ne changeaient jamais. Mon père m'a salué d'un bref signe de tête avant de retourner immédiatement à une conversation avec l'un des professeurs de Julien sur les dernières innovations technologiques. J'étais habitué à cette routine, la reconnaissance polie suivie d'un renvoi immédiat. Nous avons trouvé nos places pour la cérémonie, mes parents dans la section familiale réservée près du devant, tandis que j'étais assise plusieurs rangées derrière eux. Même dans la disposition des sièges, la hiérarchie était claire. En attendant le début de la cérémonie, j'ai surpris des bribes des conversations de mes parents avec d'autres familles prestigieuses. Notre Julien est diplômé avec la mention très bien et les félicitations du jury, a informé ma mère à une autre femme élégamment vêtue. On lui a déjà offert des postes de direction dans plusieurs grandes entreprises technologiques, mais bien sûr, il rejoindra Laurent Technologies. L'héritage familial, vous savez. La femme a hoché la tête avec appréciation. Et votre fille, a-t-elle demandé, jetant un coup d'œil dans ma direction. Le sourire de ma mère s'est crispé de manière presque imperceptible. Amélie trouve son chemin. Tout le monde n'a pas les dons de Julien. La piqûre familière avait perdu une grande partie de son pouvoir. Aujourd'hui, elle me touchait à peine. La cérémonie elle-même était prévisiblement longue, remplie de discours sur des avenirs brillants et un potentiel qui changerait le monde. Lorsque le nom de Julien a été appelé, mes parents se sont levés et ont applaudi avec enthousiasme. J'ai applaudi aussi, sincèrement fier de la réussite de mon frère malgré tout le reste. Julien était beau dans sa toge et son mortier, sa démarche assurée en traversant la scène témoignant de son aisance dans ce monde de réussite académique. En acceptant son diplôme, il a balayé l'audience du regard et, me trouvant, m'a adressé un petit sourire et un signe de tête complice. Cette brève reconnaissance signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Après la cérémonie,
le contingent Laurent s'est déplacé vers un restaurant exclusif que mon père avait entièrement réservé pour la célébration. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur des nappes en lin blanc, et des serveurs se déplaçaient efficacement entre les tables, versant du champagne pour la cinquantaine d'invités que mon père avait jugés dignes d'invitation. J'étais assise à une table près du fond, loin de la table principale de la famille où Julien était assis, flanqué de nos parents et de plusieurs associés importants. Le plan de table était un autre rappel de mon statut périphérique dans le récit familial. Au milieu du repas, mon père s'est levé et a tapoté son verre pour attirer l'attention. La salle s'est progressivement calmée alors qu'il se préparait à faire son annonce. Ma mère rayonnait à ses côtés, tandis que Julien semblait quelque peu mal à l'aise, s'agitant légèrement sur son siège. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une réussite académique, mais une étape importante dans l'héritage des Laurent, commença mon père, sa voix portant l'autorité d'un homme habitué à commander l'attention. Il y a 25 ans, j'ai fondé Laurent Technologies avec la vision de transformer le paysage numérique. Aujourd'hui, cette vision s'est concrétisée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il fit une pause, arpentant la salle avec satisfaction. Mais chaque fondateur doit penser à l'avenir. Qui portera le flambeau quand je me retirerai? Qui possède le brio, la motivation, l'esprit Laurent nécessaire pour porter notre entreprise vers des sommets encore plus élevés? La question était rhétorique. Tout le monde savait ce qui allait suivre. C'est avec une immense fierté que j'annonce que Julien rejoindra Laurent Technologies en tant que vice-président exécutif, avec une voie toute tracée pour assumer le rôle de PDG d'ici 5 ans. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Julien sourit modestement, bien que je remarquais une certaine tension autour de ses yeux. Mon père leva la main, indiquant qu'il avait plus à dire. Mais ce n'est pas tout. Pour s'assurer que Julien ait tout ce dont il a besoin pour réussir, je lui offre aujourd'hui ce qui suit, 25% des parts de Laurent Technologies, actuellement évaluées à environ 50 millions d'euros. Des murmures d'appréciation parcoururent la foule. De plus, poursuivit mon père, une Tesla Model S flambant neuve, entièrement personnalisée selon ses spécifications. Plus de signes d'approbation. Et enfin, notre propriété familiale à Neuilly-sur-Seine, récemment estimée à 16 millions d'euros, sera transférée au nom de Julien à ma retraite. L'annonce fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Ma mère tamponna ses yeux avec un mouchoir brodé, l'image même de la fierté maternelle. Presque comme une pensée après coup, mon père ajouta, et bien sûr, Amélie recevra un modeste fonds en fiducie pour assurer son confort continu. Quelques invités jetèrent un coup d'œil dans ma direction, leurs expressions allant de la pitié au désintérêt. Je gardai une expression neutre, sirotant mon eau et attendant. Mon père leva son verre pour un toast. À Julien Laurent, l'avenir de notre héritage familial. Tout le monde se leva, verre levé, faisant écho au sentiment. Je me levai aussi, verre à la main, mon expression ne révélant rien des émotions qui bouillonnaient sous la surface. Alors que le repas se poursuivait, les associés et les amis de la famille s'arrêtaient à la table de Julien pour offrir leurs félicitations et discuter des opportunités futures. Personne ne s'approcha de ma table. J'étais, comme toujours, une note de bas de page dans l'histoire des Laurent. Ma mère se fraya un chemin à travers la salle, acceptant les félicitations comme si la réussite de Julien était principalement la sienne. Elle s'arrêta brièvement à ma table. Goûte la tourte au chocolat, ma chérie, mais peut-être juste une demi-portion pour toi, suggéra-t-elle, son regard balayant d'un œil critique ma silhouette avant de passer à des invités plus importants. Mon père resta posté près de Julien, le présentant à des contacts influents et esquissant leur vision de l'avenir de Laurent Technologies. Je captais des fragments de leur conversation, plan d'expansion, nouvelle gamme de produits, stratégie pour regagner les parts de marché perdues au profit de concurrents plus innovants comme Phoenix Software. L'ironie était presque trop parfaite. Julien semblait de plus en plus mal à l'aise au fil de la soirée, son sourire devenant plus forcé à chaque présentation et à chaque attente placée sur lui. À un moment donné, nos regards se croisèrent à travers la salle, et je vis quelque chose comme des excuses dans son regard. Au moment du dessert, la porte du restaurant s'ouvrit et Samuel Leroy entra. Grand et distingué dans un costume parfaitement taillé, il attirait l'attention sans effort. Mon père le remarqua immédiatement, son expression enregistrant la surprise suivie d'un vif intérêt. La réputation de Samuel Leroy dans le monde des affaires faisait de lui un contact potentiel précieux. Je regardais Samuel échanger de brèves politesses avec quelques invités avant de se diriger directement vers ma table. Mon père suivit son mouvement, la confusion évidente lorsque Samuel contourna la table familiale principale et se dirigea droit sur moi.
Samuel, dis-je doucement alors qu'il m'atteignait. Pile à l'heure. Il sourit chaleureusement. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Avec un soin délibéré, il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la plaça dans mes mains. Il est temps de leur dire qui vous êtes vraiment, dit-il, assez fort pour que les tables voisines entendent. Les conversations autour de nous s'atténuèrent alors que la curiosité se propageait dans la pièce. Mon père se leva à moitié de son siège, clairement perplexe face à ce développement inattendu lors de son événement soigneusement orchestré. J'ouvris l'enveloppe avec des mains fermes, bien que mon cœur battait la chamade. Le moment que j'avais à la fois redouté et espéré était arrivé. Des années de mépris, d'être la fille invisible, la déception, avaient mené à ce moment précis. Alors que je sortais les documents de l'enveloppe, Samuel posa une main rassurante sur mon épaule. Je pris une profonde inspiration, puis me levai, me tournant pour faire face à la salle, à ma famille, à ma vérité. L'enveloppe à la main, je me dirigeai lentement vers la table principale où ma famille était assise. La pièce était devenue anormalement silencieuse, tous les regards suivant mon mouvement inattendu. L'expression de mon père passa de la confusion à l'agacement face à cette perturbation de sa soirée soigneusement orchestrée. « Amélie, ce n'est guère le moment », commença-t-il, son ton portant cette note familière de mépris. Je m'arrêtai juste en face de lui, Samuel, une présence de soutien juste derrière moi. « En fait, père, je pense que c'est exactement le moment. » Quelque chose dans ma voix, une confiance nouvelle peut-être, attira son attention. Il se tut, me regardant avec méfiance. « Savez-vous ce qu'est Phoenix Software » ai-je demandé, ma voix claire et stable. Mon père fronça les sourcils. « Bien sûr que je le sais. C'est l'un de nos principaux concurrents sur le marché des logiciels éducatifs. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ?» Je posai l'enveloppe sur la table. Tout, en fait. Avec des mouvements délibérés, je sortis les documents et les étalai pour qu'il les voie. Des documents d'entreprise, des états financiers, des communiqués de presse préparés pour l'annonce du lendemain. Mon nom est Amélie Laurent, dis-je, assez fort pour que tout le monde entende. Mais dans le monde des affaires, je suis mieux connu sous le nom d'A.L. Toussaint, fondatrice et PDG de Phoenix Software. Le silence qui suivit fut absolu. Le verre de champagne de ma mère se figea à mi-chemin de ses lèvres. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Puis un lent sourire se dessina sur son visage. Mon père fixa les documents, puis moi, l'incrédulité gravée sur chaque ligne de son visage. « C'est impossible », dit-il finalement, sa voix un murmure. « Phoenix Software est valorisé à 212 millions d'euros depuis hier, ai-je terminé pour lui. Plus de 4 fois la valeur de Laurent Technologies. » Je pouvais presque le voir traiter cette information, son esprit d'homme d'affaires calculant les implications même s'il luttait avec le concept que sa fille décevante ait pu accomplir cela. « Tu t'attends à ce que nous croyions que toi, qui avais à peine la moyenne en maths, a créé l'une des entreprises de logiciels les plus innovantes de la décennie, intervint ma mère, sa voix cassante de scepticisme. Je me tournai vers elle, souriant doucement. Oui, mère. Moi, qui avais à peine la moyenne en maths à cause de ma dyslexie non diagnostiquée, j'ai créé Phoenix Software spécifiquement pour aider les gens comme moi à surmonter les difficultés d'apprentissage que le système éducatif ne parvient pas à résoudre. La dyslexie, répéta ma mère, comme si le mot lui était étranger. Oui. Le trouble de l'apprentissage pour lequel vous avez refusé, toi et père, de me faire tester parce que la famille Laurent n'a pas de trouble de l'apprentissage. Celui qui m'a fait peiner à l'école pendant que vous me qualifiez de déception. Mon père avait commencé à examiner les documents de plus près, ses instincts d'homme d'affaires prenant le dessus. Son visage pâlit en reconnaissant la légitimité de ce qu'il voyait. Pourquoi avoir gardé ce secret? Pourquoi opérer sous un pseudonyme? A-t-il exigé? M'auriez-vous cru si je vous l'avais dit? M'auriez-vous soutenu, auriez-vous investi dans ma vision, célébré mes réussites comme vous célébriez chaque accomplissement de Julien? Son silence était une réponse suffisante. Je n'ai pas créé Phoenix pour vous contrarier, ai-je poursuivi, ma voix s'adoucissant. Je l'ai créé parce que j'ai vu un besoin que personne d'autre ne comblait correctement. Je l'ai créé pour aider les gens comme moi, qui ont été amenés à se sentir stupides, paresseux ou inférieurs parce que leur cerveau fonctionne différemment. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la salle. Les plateformes d'accessibilité de Phoenix Software sont maintenant utilisées par plus de 3 millions de personnes dans le monde. Nous avons des partenariats avec 200 universités,
500 districts scolaires et plus d'1 millier d'entreprises qui reconnaissent que l'accessibilité n'est pas seulement éthique, c'est aussi une bonne affaire. L'un des associés de mon père prit la parole. Laurent Tech perd des clients au profit de Phoenix depuis 2 ans. Leur division de logiciels éducatifs peine à être compétitive. Mon père grimaça à cette reconnaissance publique de la vulnérabilité de son entreprise. J'ai sorti le dernier document de l'enveloppe, le plaçant directement devant mon père. C'est pourquoi Samuel est ici aujourd'hui. Mon père parcourut le document, son visage perdant toute couleur. C'est une offre d'acquisition. Oui, ai-je confirmé. Phoenix Software propose d'acquérir Laurent Technologies pour 60 millions d'euros, une prime de 20% sur sa valorisation boursière actuelle. L'offre expire demain à midi. Les murmures qui éclatèrent dans la salle étaient un mélange de choc, d'étonnement et, dans certains cas, d'amusement mal dissimulé face à la tournure dramatique des événements. Mon père me fixa comme s'il me voyait pour la première fois. Avant qu'il ne puisse répondre, Julien se leva. Je suis au courant depuis presque 1 an, a-t-il annoncé. Tous les regards se tournèrent vers lui, y compris le mien. Au courant de quoi? Exigea ma mère. Julien me sourit, un sourire sincère plein de ce qui ressemblait à de l'admiration. Que Amélie est à elle Toussaint, qu'elle a fondé Phoenix Software. Tu le savais, balbutia mon père. Et tu ne nous l'as pas dit? Julien haussa les épaules. Ce n'était pas mon secret à révéler. D'ailleurs, m'auriez-vous cru? Mon père regarda entre nous, luttant clairement pour traiter ce renversement de la dynamique familiale qu'il avait établie et maintenue pendant des décennies. J'ai toujours su qu'Amélie était brillante, a poursuivi Julien. Juste pas de la manière que vous valorisiez. Pendant que vous me mettiez la pression pour être l'héritage Laurent, elle était dehors, en train de construire quelque chose de remarquable selon ses propres termes. Je ressentis une vague de gratitude envers mon frère. Malgré tout, malgré le traitement préférentiel et les attentes inégales, il m'avait vu. Mon père retrouva enfin sa voix. Pourquoi révéler tout ça maintenant? Pourquoi ici? J'ai soutenu son regard fermement. Parce que pendant 29 ans, j'ai été la fille invisible, la déception, celle qui ne serait jamais à la hauteur du nom Laurent. Aujourd'hui, vous prévoyez de cimenter publiquement ce récit familial en donnant tout à Julien tout en me renvoyant avec un modeste fonds en fiducie, comme si j'étais une obligation plutôt que votre enfant. Je pris une profonde inspiration. Je ne suis pas venu ici par vengeance ou pour vous humilier. Je suis venu parce qu'il est temps que la vérité éclate. Tant que vous voyez qui je suis vraiment, pas qui vous supposiez que j'étais. Ma mère avait commencé à pleurer doucement, que ce soit par choc, par embarras ou par une reconnaissance tardive de son échec. Je ne saurais le dire. Mon père baissa les yeux sur l'offre d'acquisition, puis de nouveau sur moi. Son expression avait changé, passant de l'incrédulité à quelque chose de plus complexe. J'y voyais encore du choc, mais aussi du calcul et peut-être, juste peut-être, une lueur de respect. Un de ses associés se pencha pour lui murmurer quelque chose, et mon père hocha lentement la tête. Il redressa les épaules. Mode homme d'affaires, pleinement engagé. Maintenant, je pense que nous devrions discuter de cela en privé, Amélie, dit-il, son ton formel. Nous le ferons, ai-je convenu. Demain, à mon bureau. Ce soir reste la célébration de Julien et je n'ai aucune intention de lui enlever ça. Je me suis tourné vers Julien. Félicitations pour ton diplôme. C'est une réussite importante et tu devrais en être fier. Julien contourna la table et, à la surprise de tous, me serra dans ses bras. Je suis plus fier de toi, a-t-il murmuré. Tu as fait tout ça toute seule, sans aucun des avantages que j'ai eus. Alors que nous nous séparions, j'ai vu quelque chose changer dans la pièce. La façon dont les gens me regardaient avait changé. Je n'étais plus la pensée après coup dont on avait pitié, j'étais soudainement quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui commandait le respect. Samuel posa une main sur mon épaule. Je pense que nous devrions laisser tout le monde digérer cette information, suggéra-t-il tranquillement. Vous avez fait passer votre message. J'ai hoché la tête, sentant soudain le poids émotionnel du moment. Des années d'invisibilité, d'efforts silencieux, de construction à partir de rien tout en portant le fardeau d'être la déception de la famille, tout cela avait culminé en ce moment singulier de reconnaissance. Alors que Samuel et moi nous tournions pour partir, mon père appela « Amélie, attends ». Je m'arrêtai, le regardant. « L'esprit Laurent », dit-il, sa voix portant une note d'émerveillement.
Peut-être que tu en as hérité, après tout. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était même pas une reconnaissance complète des années de mépris et de dénigrement, mais venant de Thomas Laurent, c'était sans précédent. J'ai souri légèrement. L'esprit phénix, père. Renaître de ses cendres pour créer quelque chose de nouveau, de meilleur. Sur ce, Samuel et moi sommes partis, laissant derrière nous une salle pleine d'invités stupéfaits et une famille dont le récit soigneusement construit venait d'être complètement réécrit. Les jours qui ont suivi la célébration de Julien ont été un tourbillon d'activités. L'offre d'acquisition de Phoenix Software pour Laurent Technologies a fait la une des journaux économiques, les spéculations allant bon train sur l'anonyme Aëlle Toussaint, désormais révélée comme la fille négligée du magnate de la tech Thomas Laurent. J'ai gardé le silence médiatique, laissant Samuel gérer les demandes de la presse pendant que je me concentrais sur la question la plus importante, ma famille. Mon père a appelé le matin après la révélation, sa voix inhabituellement hésitante. « J'aimerais qu'on se voie pour discuter de l'offre, dit-il formellement. J'ai accepté, suggérant mon bureau plutôt que le sien. Le rapport de force avait changé et nous le savions tous les deux. Quand mon père est arrivé au siège de Phoenix Software, son expression en découvrant le design moderne et accessible de notre espace de travail m'a dit qu'il me voyait vraiment, pour la première fois. Le regard dédaigneux avait été remplacé par un respect méfiant. Mon bureau reflétait mes valeurs, des lignes épurées, une technologie adaptable et des éléments de design spécifiquement créés pour aider à la concentration et minimiser le stress visuel pour ceux ayant des troubles de l'apprentissage. Mon père se tenait un peu maladroitement jusqu'à ce que je lui fasse signe de s'asseoir. C'est impressionnant, admit-il en regardant autour de lui. Très différent de Laurent Tech. J'ai hoché la tête. Nous l'avons conçu avec l'accessibilité comme principe fondamental, pas comme une pensée après coup. Pendant près d'une heure, nous avons discuté de l'offre d'acquisition en termes purement commerciaux. Mon père avait retrouvé son sang-froid et négocié avec son acuité habituelle, suggérant des modifications à certains termes. J'ai écouté, accepté certains points, tenu bon sur d'autres. Lorsque la discussion commerciale s'est terminée, un silence inconfortable s'est installé entre nous. 2 décennies de distance émotionnelle ne pouvaient être comblées en une seule conversation. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit ?» a-t-il finalement demandé, la façade de l'homme d'affaires se fissurant pour révéler le père en dessous. « M'auriez-vous cru ?» ai-je rétorqué. Quand j'ai suggéré que je pouvais être dyslexique, vous l'avez rejeté. Quand j'ai montré de l'intérêt pour la technologie, vous l'avez rejeté. Vous aviez déjà décidé qui j'étais, père, et il était plus facile de maintenir ce récit que de me voir différemment. Il a légèrement tressailli à la vérité de mes paroles. Nous avons fait des erreurs, a-t-il reconnu, une concession significative de la part d'un homme qui se targuait d'avoir toujours raison. Ta mère et moi, nous avons vu ce que nous nous attendions à voir. Et Julien, ai-je demandé. Avez-vous déjà considéré que peut-être la pression que vous lui mettiez pouvait être aussi nuisible à sa manière que votre mépris l'a été pour moi? Mon père a semblé sincèrement surpris par cette suggestion. Julien s'épanouissait sous la pression. Il a toujours été exceptionnel. Oui, c'est vrai, ai-je convenu. Mais lui avez-vous jamais demandé si diriger Laurent Technologies était ce qu'il voulait, ou avez-vous simplement supposé que votre rêve devait être le sien? La question est restée en suspens entre nous, remettant en cause des années d'hypothèses non examinées. Notre conversation s'est terminée sans résolution, mais c'était un début. Pour la première fois, nous nous étions parlé en tant qu'adultes, en tant qu'égaux, plutôt qu'en tant que père déçu et fille décevante. Plus tard cette semaine-là, Julien est venu me voir à mon appartement. Je m'attendais à de la gêne, peut-être du ressentiment, face à mon entrée dramatique dans sa célébration de remise des diplômes. Au lieu de cela, il m'a serré fort dans ses bras dès que j'ai ouvert la porte. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue, dit-il en souriant largement. Tu aurais dû voir la tête de papa quand tu as posé ces documents. Nous avons ri ensemble, relâchant des années de tension. Autour d'un café, Julien a avoué quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps. Je n'ai jamais voulu diriger Laurent Technologies, a-t-il admis. J'ai suivi le mouvement parce que ça semblait faire plaisir à papa et parce que, eh bien, c'était la voie de la moindre résistance. Que veux-tu vraiment faire, ai-je demandé. Ses yeux se sont illuminés. De la recherche médicale, en fait. Je suis fasciné par les thérapies géniques depuis la seconde, mais je ne l'ai jamais dit à papa. Il avait planifié toute ma vie depuis que j'avais 5 ans. J'ai tendu la main sur la table et lui ai serré la sienne. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, Julien. C'est ça,
Le phénix? Renaître de ses cendres, devenir quelque chose de nouveau. J'ai souri. Exactement. Notre conversation s'est tournée vers les souvenirs d'enfance, réexaminés maintenant avec des yeux d'adulte. Julien a avoué qu'il s'était souvent senti coupable du traitement différentiel, mais qu'enfant, il n'avait pas su comment y remédier. On m'a tout donné alors qu'on ne te donnait rien, dit-il doucement. Je savais que ce n'était pas juste, mais je ne savais pas comment réparer ça. Ce n'était pas ta responsabilité de réparer ça, l'ai-je assuré. Nous étions tous les deux des enfants pris dans les rôles que nos parents nous avaient assignés. Au moment de se quitter, Julien m'a de nouveau serré dans ses bras. Je suis fier d'être ton frère, Amélie. Je l'ai toujours été. Ces mots ont guéri quelque chose de profond en moi que je n'avais pas réalisé être encore blessé. Ma mère a été la plus difficile. Quand elle a finalement pris contact, ce fut par un SMS laconique, il faut qu'on parle. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un salon de thé tranquille en centre-ville. Ma mère est arrivée impeccablement vêtue, comme toujours, mais il y avait une nouvelle fragilité dans sa façade parfaitement entretenue. Tu nous as humiliés, furent ses premiers mots, prononcés dans un murmure rauque. Tout le monde en parle. J'ai siroté mon thé calmement. J'ai révélé la vérité, mère. Il y a une différence. Elle a tressailli. Tout mon cercle social sait que nous avons méprisé notre fille qui s'est avérée être un magnate secret de la tech. As-tu la moindre idée de ce que ça fait? Presque aussi mal que de s'entendre dire qu'on est une déception toute sa vie, ai-je suggéré doucement. Ma mère se tut, ses mains parfaitement manucurées tripotant sa serviette. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi, dit-elle finalement. Nous ne savions pas pour la dyslexie. Vous n'avez pas essayé de savoir, ai-je corrigé. Vous aviez décidé qui j'étais, et tout ce qui contredisait ce récit était ignoré. Des larmes ont rempli ses yeux, quelque chose que j'avais rarement vu en dehors de moments sociaux soigneusement chorégraphiés. Je ne sais pas comment être ta mère maintenant, a-t-elle admis, la franchise brute nous surprenant toutes les deux. J'ai tendu la main sur la table, lui offrant la mienne. Peut-être pourrions-nous commencer par apprendre à nous connaître tels que nous sommes vraiment, pas tels que tu pensais que je devrais être. Après un moment d'hésitation, elle a posé sa main dans la mienne. C'était un petit geste, mais significatif. Dans les semaines qui ont suivi, l'acquisition a été finalisée. Phoenix Software a acquis Laurent Technologies pour 62 millions d'euros, avec des dispositions pour maintenir l'emploi de tout le personnel actuel. Mon père a accepté un poste au conseil d'administration, apportant son expérience tout en reconnaissant le nouveau leadership. Mon premier acte a été de créer la fondation Laurent Phoenix, dédiée à l'identification et au soutien des étudiants ayant des troubles de l'apprentissage. La fondation a fourni des tests, de la technologie et du mentorat pour s'assurer qu'aucun enfant ne se sente stupide ou inférieur parce que son cerveau fonctionnait différemment. Dans le cadre du lancement de la fondation, j'ai donné ma première interview publique en tant qu'A.L. Toussaint, partageant mon histoire d'enfance avec une dyslexie non diagnostiquée et comment cela m'a amené à créer Phoenix Software. La réponse a été extraordinaire. Des milliers de mails ont afflué de personnes partageant des expériences similaires, de parents cherchant de l'aide pour leurs enfants, d'éducateurs cherchant à améliorer leur approche des troubles de l'apprentissage. La guérison avec ma famille a été plus lente, plus hésitante. Nous avons commencé par un dîner de famille dans un restaurant de mon choix, un terrain neutre pour nous tous. La conversation était guindée au début. Des années de schémas établis difficiles à briser. Mais progressivement, quelque chose de nouveau a émergé. Mon père a posé des questions sur mes stratégies commerciales avec un intérêt sincère. Ma mère a mentionné une œuvre de charité axée sur les troubles de l'apprentissage qui, selon elle, pourrait s'associer à la fondation. Julien a parlé avec enthousiasme d'un programme de recherche médicale auquel il postulait, avec mon plein soutien. Nous étions en train de trouver notre chemin vers une nouvelle dynamique familiale, basée sur qui nous étions réellement plutôt que sur qui on attendait de nous que nous soyons. Lors d'un dîner particulièrement significatif, environ 6 mois après la révélation, mon père a levé son verre pour un toast. À Amélie, dit-il, sa voix portant une note d'humilité inhabituelle, qui nous a tous appris qu'il existe de nombreuses formes d'intelligence et de nombreux chemins vers le succès. Ma mère a ajouté, et au pardon, que nous ne méritons pas mais dont nous sommes reconnaissants. Julien a terminé, et au phénix, qui renaît de ses cendres pour créer quelque chose de nouveau et de beau. Alors que nous trinquions, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant la majeure partie de ma vie. Le voyage avait été long et douloureux, mais nécessaire.
Je n'avais pas seulement bâti une entreprise prospère, mais je m'étais enfin libéré des limitations que les autres m'avaient imposées. Mon histoire n'a jamais été une question de vengeance ou de prouver ma valeur à ceux qui m'avaient méprisé. Il s'agissait de découvrir ma propre valeur, indépendamment de la validation externe, de créer quelque chose de significatif à partir de mes luttes, de transformer la douleur en but. En fin de compte, la leçon la plus précieuse était peut-être celle-ci, le véritable succès ne se mesure pas à la richesse, au statut ou à l'approbation des autres, mais au courage de devenir pleinement soi-même, surtout quand les autres ne voient pas votre potentiel.